Le projet de l'îlot Saint-Vincent-de-Paul amène beaucoup de logements. Mais est-ce qu'il amène assez de stationnement? Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonjour tout le monde, bon mercredi. Évidemment, tout le monde est content que l'îlot Saint-Vincent-de-Paul soit enfin développé après des décennies de tergiversation pour du logement social en plus, mais ça va avoir un impact sur le stationnement dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. C'est un secteur, vous le savez, c'est déjà un problème de se stationner dans ce coin-là. Le reportage de Mathieu Boivin. Oh, que c'est une belle journée. Ramener 500 résidents dans le Vieux-Québec. Juste là, il va en avoir à peu près 225. Jeudi dernier, le maire de Québec était tout fier d'annoncer le lancement officiel du développement de l'îlot Saint-Vincent-de-Paul. Sur le site, on va construire 150 logements destinés aux personnes à faible revenu. Sauf que Nouveau Info a confirmé auprès d'Action Habitation que, même si le nombre de logements a été revu à la hausse, le nombre de stationnements souterrains de l'édifice, lui, demeure à 60 cases. Bref, il n'y en aura pas pour tout le monde, avec ce qu'on peut s'imaginer comme conséquence. Dans le passé, c'était un logement, un stationnement. Par la suite, on est revenu avec une nouvelle réglementation à 0,5. Et là, on est à 0,3 au niveau du stationnement. C'est sûr que ça va créer une pression dans le quartier parce que les gens qui n'auront pas de stationnement, ils vont devoir stationner à quelque part. Au conseil de quartier, on prédit que les difficultés à stationner dans les petites rues avoisinantes vont aller en augmentant. Je serais pas surpris là, que dans le projet l'îlot Saint-Vincent-de-Paul, les stationnements soient plus chers que le stationnement sur rue, et qu'il y ait bien des gens qui choisissent le stationnement sur rue juste parce qu'il est moins cher. On va avoir un débordement dans les stationnements sur rue dans le quartier. Évidemment, c'est pas l'idéal. Il y a quand même des fois des moments où c'est difficile de se stationner. Le maire Marchand comprend tout ça, mais selon lui, les choses vont se placer naturellement. Dans Saint-Jean-Baptiste, il y a certaines rues qui sont utilisées à plus grande capacité. Mais présentement, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus des gens qui s'en vont vers d'autres moyens que d'avoir 2 voitures par appartement. Alors, je suis pas inquiet de ça du tout. On va offrir des façons de se déplacer en mobilité. Mais il y a un autre enjeu qui va se poser. Celui-là est à l'intérieur même du stationnement de l'îlot Saint-Vincent-de-Paul. Je vous rappelle qu'il y a 150 portes et seulement 60 stationnements. Et comment on va faire l'attribution de ces stationnements-là? Si, dépendamment, ils arrivent avec un coût de location de 50 ou de 60 $ par mois, pour les gens en logement intermédiaire, ça ne sera pas un problème. Mais les gens qui sont en logement social ou qui ont besoin, 60 $, ça peut faire une différence dans un budget, effectivement. C'est sûr que le logement intermédiaire, en tant que tel, de par sa présence, amène une iniquité dans le projet, puisqu'on a là des revenus qui vont être d'autres classes de ménages là, qui vont pouvoir se les payer. Nous, à l'heure actuelle, on ne connaît pas le prix des stationnements qui vont être faits, mais c'est sûr que c'est une formule qui favorise les ménages avec les revenus les plus aisés. Ce serait quelque chose qui sera dénoncé éventuellement. Dans une réponse écrite, Action Habitation nous indique que les modalités d'attribution ne sont pas encore précisées. Mais on nous assure que le projet respectera le cadre normatif en vigueur et un ratio équitable sera assurément appliqué dans l'attribution des espaces. D'ici là, on pratique nos habiletés de stationnement parallèle dans les petites rues. Dans Saint-Jean-Baptiste, Mathieu Boivin pour Nouveau Info. Je déclare la saison des cônes oranges ouverte. Et c'est surtout le ministère des Transports qui l'ouvre. Ils sont déjà très présents dans le paysage, mais il y a des nouveaux chantiers qui vont venir s'ajouter cette année. Et oui, à ceux qui sont déjà commencés. Voici un aperçu de ce qui nous attend avec Caroline Dumont. Des cônes comme ceux-là, on va en voir énormément dans les prochains mois. Et d'ailleurs, tout le monde est concerné par les nombreux travaux routiers, autant dans la capitale nationale que Chaudière-Appalaches. Parmi les nouveaux chantiers majeurs qui vont s'ajouter, notons entre autres la réfection du pont d'étagement du boulevard Chauveau au-dessus d'Henri IV et le pont d'étagement également du chemin Sainte-Foy, toujours au-dessus d'Henri IV. Dans les prochaines semaines, on va procéder à la démolition du pont d'étagement sur le chemin Sainte-Foy. On va fermer l'autoroute Henri IV une fin de semaine. Alors ça, ce sera vraiment là, à garder en mémoire. C'est sûr qu'on a toujours une coordination qui est faite avec la ville aussi. Puis, tu sais, comme je regarde là, les chantiers par achèvement, il faut les terminer de toute façon cette année. Il va y avoir des impacts moindres un peu sur la circulation. Mais bien évidemment, là, c'est sûr qu'avec l'ensemble des travaux qu'il y a, il va falloir que les automobilistes prévoient vraiment leur déplacement. Il y a beaucoup d'autoroutes qui ont dorniérage, donc il faut faire cet entretien-là. Au niveau des entraves qui sont prévues à faire sur le réseau, là, c'est sûr qu'on regarde toujours là, pour pas qu'il y ait, si on veut, un accroissement des entraves. Là. Par exemple, on parle de chemin Sainte-Foy. Fait que quand on va fermer l'autoroute Henri IV, on n'ira pas, par exemple, fermer l'autoroute du Plessis, qui était sur une des diapos qu'on a vues. Donc, on se coordonne à ce niveau-là. On parle aussi à la Ville de Québec là, pour être sûr et certain qu'on
ne vienne pas amplifier certains effets, là, par exemple pendant le FEC. Sur la Rive-Sud, maintenant, les travaux d'élargissement de l'autoroute 20 Ouest entre les kilomètres 319 et 315 vont bien sûr amener certains ralentissements. Mais on ajoute aussi la réfection du viaduc au-dessus de l'autoroute 20, celui de la route 175 dans le secteur Charny, où les alternatives sont plus que rares. La route 175 à Charny, c'est l'entrée du pont de Québec. Fait que 2 voies fermées en tout temps là, de juin jusqu'en novembre, là, ça risque d'être assez problématique. Il n'y a pas vraiment de voie de déviation ou autre, c'est que ça va prendre vraiment la collaboration des gens là, pour se trouver des trajets alternatifs. L'élargissement de la 20 Ouest, il faut comprendre, on va toujours avoir 2 voies dans chaque direction. Donc, en S, on va retrouver un peu les mêmes problèmes qu'on avait auparavant. Fait qu'on risque d'avoir un peu de congestion qui va réapparaître là, en S. À ça s'ajoutent des travaux d'asphaltage un peu partout sur le territoire, les travaux d'entretien des ponts La Porte et Pont de Québec et le parachèvement de travaux déjà amorcés. D'ailleurs, s'il y a une bonne nouvelle à retenir, les travaux sur l'avenue des Hôtels devraient être pratiquement complétés à la fin de cette année. Théoriquement, là, la majorité des travaux vont être terminés en 2026. 2027, ça va rester du parachèvement. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'aménagements paysagers là, pour embellir le secteur. Dans le fond, le boulevard Laurier va être dans les premiers travaux là, qui vont se terminer. Le ministère des Transports rappelle l'importance d'effectuer ces travaux pour le maintien des infrastructures et tente de limiter les impacts auprès des automobilistes, même si ceux-ci sont pratiquement inévitables. À Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info. Il y a un incendie qui a éclaté derrière un dépanneur du secteur Charlebourg aux petites heures du matin. La nuit dernière, le service incendie a été appelé vers 3h30 pour intervenir sur l'incendie qui s'est propagé à la structure du dépanneur. Il y a 35 pompiers qui ont dû intervenir pour contrôler les flammes. Le service incendie a des motifs de croire qu'il s'agit d'un incident criminel. Le dossier a donc été transféré aux policiers du SPVQ qui enquêtent présentement sur le dossier. Petite chicane entre le maire de Québec, Bruno Marchand, et le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. Un qualificatif qui a été utilisé par le maire, que M. Duhaime n'a pas beaucoup aimé. Il est d'ailleurs en studio pour réagir à tout ça. Bonsoir, M. Duhaime. Bonsoir. Commençons par écouter l'extrait en question où est-ce que le maire de Québec vous affuble d'un qualificatif. M. Duhaime qui protège les armes, c'est aussi crédible qu'un alcoolique qui dit qu'il ne boira plus, là. Bon, est-ce qu'il exagère en disant que vous êtes aussi crédible qu'un alcoolique qui dit qu'il boit? D'abord, je veux juste rassurer tout le monde, là, je consomme pas de l'alcool en quantité importante et quotidienne. Donc, ça, en partage, je trouve que c'est une attaque qui est un peu personnelle puis qui est déplacée. Cela étant dit, je pense pas que non plus c'est la place d'un maire, puis ça l'élève pas au rang de sa fonction que de véhiculer des préjugés à l'endroit des gens. Là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, là, que ça a été un défi quotidien depuis des années de se débarrasser de leur dépendance à l'alcool, de commencer à dire que des alcooliques peuvent pas arrêter de boire. Là. En partant, je trouve que c'est pas très édifiant. Puis quelqu'un qui a travaillé, qui a été quand même le dirigeant de Centraide ici dans la région de Québec pendant longtemps, qui venait en aide justement à des gens qui ont des problèmes de dépendance avec l'alcool, disons qu'il aurait pu trouver un autre qualificatif. Bon, là. Mais ça fait partie de la game politique. Pour moi, c'est correct. C'est un langage coloré. Oui. Là, vous avez déjà eu un langage coloré aussi, M. Duhaime. Maintenant, sur le plan de la crédibilité, sur le fond, pensez-vous qu'il y a raison de vous attaquer? Mais en fait, non, pas du tout. Moi, je comprends pas qu'un homme qui se dit écolo comme lui pense qu'il va sauver la planète en abattant les arbres centenaires sur René Lévesque. Un écologiste? Ou... Je considère que j'ai des politiques environnementales très écologiques, effectivement. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple exploiter le gaz naturel au Québec, parce que vous savez comme moi que si on fait ça, on va être capable d'exporter notre gaz, de remplacer des centrales qui fonctionnent présentement au charbon, de remplacer le charbon par du gaz naturel québécois qui pourrait économiser 60 % au niveau des GES qui sont émis par ces centrales-là. C'est des exemples très concrets, mais M. Marchand n'aime pas entendre ça. Et ce qui est en cause présentement, c'est pas le fait que si je suis alcoolique ou pas. Là. Le vrai débat, c'est de savoir comment ça se fait qu'on abat des arbres sur René Lévesque alors qu'on n'a aucune garantie qu'on a le financement pour faire le projet de tramway de M. Marchand. Sauf que du côté du gouvernement du Québec, comme du côté de M. Marchand, on dit le projet, il va de l'avant. Le gouvernement fédéral n'est pas... Qui va fournir l'argent si le fédéral ne fournit pas? C'est la question à laquelle M. Marchand est incapable de répondre. Puis si d'abord, il va se faire... Pourquoi il n'y a pas d'entente signée? Depuis quand on met la charrue devant un bœuf? Pourquoi on va couper les arbres alors que les travaux ne commenceront pas avant minimum 1 an ou 2? Pourquoi? C'est quoi cette urgence? Est-ce que c'est parce qu'il veut nous mettre devant un fait accompli? On va massacrer la plus belle rue de la ville de Québec pour des raisons idéologiques au maire? Ça n'a juste pas de sens. Puis il faut que le gouvernement du Québec l'arrête. Puis je suis pas tout seul à dire ça, là. Bernard Drainville, qui est candidat à la direction de la CAQ puis qui va peut-être être premier ministre dans 4 jours, dit exactement la même chose que moi sur cet enjeu-là. Maïté Blanchette-Vizina, notre nouvelle députée de Rimouski, vient de mettre une pétition en ligne à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que M. Marchand n'est pas content, parce que maintenant, les citoyens peuvent s'exprimer. Il y en a 3000 aujourd'hui qui ont été signés la pétition sur le site de l'Assemblée nationale.
Suzanne, merci d'être passé nous voir. Ça m'a fait plaisir. Bon 5 à 7, alcoolisé ou non. Merci beaucoup. Au revoir. Bizarre d'histoire. Est-ce que vous seriez prêt à payer une rançon de 20 $ pour une décoration qu'on vous a volée? C'est une histoire qui est vraiment arrivée. Ça a été vécu par les propriétaires du restaurant vietnamien Lee Eyes sur l'avenue Cartier. Et Félix-Antoine Audet a rencontré la propriétaire. Cette année, le jour de l'an est tombé en février. J'ai reçu un cadeau. C'est un cadeau, une décoration pour le jour de l'an. Puis comme je le dis, ça représente la prospérité, la chance pour la personne qui le reçoit. Je l'ai accroché même pas une semaine, je me suis fait voler. Ça m'a irritée, ça m'a offusquée parce que, genre, comme je raconte, mes parents, ça fait 41 ans qu'ils ont ouvert le restaurant. On accueille les gens, ils aiment, ils travaillent encore. Puis se faire voler chez soi, c'est une chose que, genre, c'est inimaginable. Et là, déjà, que cette histoire-là est assez désagréable, farfelue, il y a une couche, honnêtement, que je me serais jamais imaginé que s'est ajoutée récemment. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 semaines, il y a un gars qui est rentré, tout caché, avec masque, tuque, on voyait juste ses yeux. Il arrive, il me rentre, il me dit au comptoir, « Je le sais, il est où ta décoration? » Moi, je fais « OK, j'attends pour voir qu'est-ce qu'il va dire par la suite. » La fille qui l'a, elle te dit, si tu lui donnes 20 $, elle va te le ramener. Mais voyons donc. J'ai fait, tu me niaises. Y a-t-il une partie de vous qui se dit, ah, ben, tu sais, devrais-tu appeler la police? Je suis supposé faire de quoi avec ça? C'est une décoration. Tu sais, à un moment donné, on. Get over it. Mais non, j'ai pas envie de jouer dans ce jeu-là. J'ai le restaurant à prendre soin, mes parents à prendre soin, mes enfants, moi-même, ma vie. Non, c'est correct. Il y a un remplacement, tu comprends, qui est installé? Oui, quand l'amie en tant que telle, quand elle a vu que genre je me suis fait voler, elle m'a ramené un autre cadeau. T'sais, il est aussi beau, tout ça, mais elle m'a ramené, puis elle a dit « Inquiète-toi pas, genre la chance va revenir quand même. » Puis, pour être honnête, c'est vrai, la chance est là. Il y a toujours du positif. Ben c'est ça, vous sortez quand même du positif de tout ça, de toute cette histoire-là. Qu'est-ce qui vous rend positive dans cette histoire-là? Il y a eu beaucoup de support de la communauté. C'est ça le positif que je garde tout le temps. Tu sais, il faut se concentrer sur ça. Ben merci beaucoup. Ça me fait plaisir. La guerre en Iran menace peut-être l'hélium et c'est un enjeu plus important que ça en a l'air. On le réalise peut-être pas, mais l'hélium, ça sert pas juste à gonfler des millions de ballons multicolores. C'est utilisé dans plein de secteurs comme dans la recherche ou les usines de puces électroniques ou encore dans les machines IRM dans les hôpitaux. Sauf que selon le New York Times, près du tiers de l'hélium mondial est coincé dans le détroit d'Ormuz. Petit rappel que ce passage maritime assez stratégique est quasi fermé depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran. En plus, un des principaux producteurs d'hélium, c'est le Qatar, et l'Iran a frappé en mars certaines de ses infrastructures. Certains craignent donc pour une pénurie éventuelle de l'hélium. Bon, malgré mes recherches, j'étais pas encore sûr de comprendre exactement comment on utilise l'hélium. J'ai donc rendez-vous avec un expert en la matière. Bonjour. L'hélium. L'hélium, vraiment, est très léger. Et vraiment, il y a des caractéristiques très propres. Et donc, c'est le meilleur gaz inerte pour énormément d'applications industrielles ou scientifiques. Ces gaz, il peut transférer de la chaleur et refroidir des chambres. Et dans ces chambres froides, quand on parle de basses températures, on parle bien sûr pas du froid canadien, mais on parle des températures proches du zéro absolu, donc moins 270, 271 degrés. Mais c'est clair que les prix ont augmenté beaucoup. Donc en bouteille que nous, on achetait peut-être 100 $ il y a quelques années, maintenant c'est 400. Les prix du marché, c'est 2000, 2500 $. Avec toutes ces séries de conflits, on ne sait pas trop où on peut s'en aller. Pour le moment, les médicales, ils restent prioritaires. Bon, on a quand même de l'hélium en stock et ça pourrait prendre plusieurs mois avant qu'on voit de réelles conséquences sur la distribution de l'hélium à cause de la guerre. Mais si la situation ne se stabilise pas, ça pourrait mettre de la pression sur le milieu médical et la recherche. Et dans la LHJMQ, les Remparts accèdent à la deuxième ronde des éliminatoires. Québec a obtenu son laissez-passer après une victoire serrée d'1-0 sur les Highlanders dans le match numéro 7 à Charlottetown.
L'équipe va maintenant croiser le fer avec les Saguenayens de Chicoutimi qui ont remporté les 8 duels opposant les rivaux de la 175 cette saison, dont 3 blanchissages. Les 2 premières rencontres de la série vont être disputées vendredi et samedi au centre Georges Vézina à Chicoutimi.